de webinaire. C'est la troisième dans la série logique, la première autour des bases de données Oracle. L'alternative à Oracle, c'est-à-dire Postgre, qui était le deuxième. Et là, en fait, on va parler plus modernisation, alors sans forcément adresser que les bases de données. Ça s'adresse à tout type d'applicatif. Mais on verra qu'on a mis un petit emphase avec Jérôme qui co-présente avec moi sur ces aspects-là. Donc très rapidement, je vais passer une petite introduction sur ACMI. Qui nous sommes, pourquoi choisir ACMI? La première, c'est qu'on est partenaire principal d'IBM France. Et donc, on a des équipes d'experts sur ces technologies, autant matérielles que logicielles, et des équipes certifiées, donc avec beaucoup d'expérience autour de ces sujets-là, ayant travaillé sur de nombreux projets clients depuis beaucoup de temps. L'offre cloud aussi, en fait, ACMI a une offre cloud privée ACMI, avec 2 data centers situés en France. Et ce cloud ACMI repose sur Power, mais pas que, sur d'autres technologies que IBM Power, sur x86. L'extension de ce cloud ACMI se propage dans le cloud IBM, qui amène des services supplémentaires, plus de 190 services, plus de 200 API, ce qui permet une souplesse, une flexibilité en termes de cloud hybride. Et en supplément de cette offre cloud, pour éviter que les clients ne se retrouvent avec uniquement de l'infrastructure as a service, ACMI propose des services managés. Et tout ça est certifié ISO 27001. Donc on est là pour essayer d'imaginer, de fournir, d'installer, de sécuriser, d'héberger, et bien sûr gérer ou manager toutes ces solutions. Ce sont les missions d'ACMI depuis 1986 de mémoire. Donc ça fait pas mal de décennies d'innovation pour servir un certain nombre de clients. Rapidement, juste un petit échantillon des clients ACMI. Bon, vous voyez qu'il y a un certain nombre de logos sur la diapositive, c'est pas exhaustif, mais globalement, c'est plus de 400 PME. Il y a aussi des grands comptes là sur la diapo. Et ACMI, en fait, a une spécialité, je dirais, si on peut dire, qui est le PRA as a service. C'est-à-dire qu'un certain nombre de clients qui hébergent on-premise leur IT, leur solution informatique, viennent choisir ACMI pour mettre en place un PRA, un plan de reprise. Donc voilà, c'est un petit peu une description rapide de ce que propose ACMI. Et bien sûr, on peut aller au-delà si vous avez un peu plus de questions ou des points de détail. Ensuite, bon, rapidement, ça c'est l'agenda du webinaire d'aujourd'hui. Donc on va parler OpenShift, on va parler containerisation, modernisation avec cette technologie. Et ensuite, on parlera d'une démo que Jérôme est en train de monter conjointement avec des personnes ici chez ACMI, avec des personnes chez IBM aussi, puisque ce cluster repose en partie avec la technologie Power10. Donc on verra un petit peu comment ces solutions peuvent aider à la modernisation. J'ai aussi mentionné quelques benchmarks, et puis on parlera un petit peu de la démo. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les containers. Alors, les containers, tout le monde croit que c'est quelque chose de nouveau, c'est la nouvelle mode. En fait, ça existe depuis plus de 30 ans, donc ça ne me rajeunit pas. À l'époque, les containers, c'est Sun Microsystems qui les avait inventés. Ça s'appelait des zones Solaris ou des containers Solaris. Ensuite, IBM avait étendu ça aussi sur un système d'exploitation AX.
et on appelait ça les WPAR pour Workload Partition. Donc, c'est pas nouveau, mais simplement ça a été étendu, puisqu'à l'époque, ces containers ne concernaient que le système d'exploitation. On venait poser un pseudo-système d'exploitation sur le système d'exploitation existant. Donc c'était un clone, si je puis dire, du noyau hôte au sein de lui-même. Ce qui a évolué là-dedans, c'est que au lieu de s'adresser uniquement, au lieu de construire un container uniquement système d'exploitation, on l'a étendu à des applications. Et du coup, dans ce container, alors quand on dit un container, en fait, c'est quoi exactement? C'est finalement une partie de l'arborescence du noyau hôte et un ensemble de processus qui sont containerisés. Hein. C'est pas quelque chose de totalement différent du noyau hôte, c'est un sous-système du noyau hôte, mais simplement il est packagé de manière à pouvoir contenir l'ensemble des binaires de l'application, et c'est là où effectivement c'est nouveau par rapport à juste le système d'exploitation, et toutes les dépendances, tous les préreqs, tous les RPM qui dépendent, enfin qui sont des préreqs pour ces binaires d'application. Donc on va pouvoir, l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement on va pouvoir déployer ça de manière très simple. On ne fait pas une installation en fait d'un noyau, on ne va pas installer des binaires, tout ça est pré-packagé, on verra un petit peu plus tard, et aujourd'hui effectivement il y a des communautés, il y a des marketplaces dans lesquels on va retrouver le conteneur prêt à tourner, je dirais, ou prêt à déployer. Donc c'est là tout l'intérêt, je dirais, de la technologie. Et non pas, comme on l'entendait auparavant, un container de type uniquement système d'exploitation. Donc le déploiement va être beaucoup plus simple. Et bien sûr, en plus, il y a des catalogues, chose qu'on n'avait pas avant. Quand on regarde à l'intérieur de ce container, donc on a des processus, on a des binaires, et en fait, ces ensembles-là vont être découpés en microservices. Quel est l'intérêt de ces microservices? C'est qu'on va pouvoir en fait créer des machines d'état, une machine d'état pour gérer par exemple le réseau, une autre pour la sécurité, etc. Et donc tout ça est réutilisable, et ces microservices vont permettre de construire un container de manière très simple. Donc vous voyez, c'est ce qu'il y a au bas de la slide, c'est que ces microservices, on va pouvoir les réutiliser dans du DevOps, et rapidement pouvoir les mettre en œuvre. Donc, voilà, tout ça n'est pas nouveau, mais ça a quand même beaucoup évolué. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est un petit peu la même que celle qu'on se posait il y a 20 ans, quand à l'époque, on avait des serveurs, on appelle bare metal, un serveur, un système d'exploitation, et sont arrivés les VM, les machines virtuelles. En Power, on appelle ça des LPAR, Logical Partition. Et donc là, il y avait une espèce de réticence à virtualiser la machine. On se disait, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une couche supplémentaire qui va créer de l'overhead, etc. La même question se pose aujourd'hui avec les conteneurs. Et beaucoup de personnes se disent, bon, quels sont mes besoins? Moi, j'ai besoin de croissance, de déploiement, de contrôle, de sécurité, mettre en place une architecture qui soit flexible. Est-ce que je dois rester maintenant avec ma VM ou je vais vers mon container? Et effectivement, ce choix, il est souvent fait de manière binaire. J'ai travaillé pour des clients qui avaient, on verra un peu plus tard, leur IT conventionnel dans des VM, qui mettait en place une stratégie containerisée pour des nouvelles applications. Et en fait, ils séparent totalement les deux environnements. On verra un petit peu plus tard que les deux sont compatibles. Donc, l'intérêt de la machine virtuelle, c'est que vraiment, on a une allocation des ressources, une isolation entre les VM qui est assez forte.
On a un noyau par VM et on peut migrer entre serveurs physiques, etc. Le container, effectivement, il amène d'autres fonctionnalités. La rapidité de déploiement, puisqu'on ne va pas réinstaller un jeu de disque, du réseau, etc. Donc, ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir le déployer dans un environnement cloud, chez ACMI par exemple, ou on-prem ou ailleurs. Donc, c'est très facilement déplaçable d'un environnement à un autre. Ça démarre très très vite puisqu'on fait, c'est pas un boot qu'on fait, on démarre des processus en fait. Et quand on travaille au niveau des containers, on s'affranchit de la vue virtualisée ou la vue bare metal. Donc, je dirais l'administrateur, non plus système, mais l'administrateur container, je l'appelais, il a plus à se soucier des couches infrastructures plus basses. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire un choix un petit peu binaire comme ça. Et on verra qu'on peut, avec la technologie PowerDis, combiner les deux et cumuler les bénéfices et de l'un et de l'autre. Je vais passer la main à Jérôme. Merci François. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors en effet, pour gérer tous ces conteneurs, on a besoin d'une plateforme applicative moderne, mais que peut offrir OpenShift? Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une plateforme applicative moderne? De mon point de vue, déjà, c'est une plateforme qui offre qui est unique, que ce soit pour les développeurs, les opérationnels, les gens qui gèrent la sécurité, donc une expérience utilisateur unifiée. Et c'est ce qu'offre en effet OpenShift. OpenShift offre une cohérence et une interface uniforme, je vais dire, aux administrateurs et aux développeurs, quel que soit l'emplacement d'installation. Qu'on l'installe on-prem, qu'on l'installe sur le cloud, sur du Power, sur du Intel, sur ce que vous voulez, ça reste la même interface, elle est cohérente. L'interface on pourra le voir si on démarre un cluster, il y a une interface dédiée développeur, une interface dédiée pour les opérationnels, mais c'est vraiment la même philosophie derrière. Donc, par conséquent, en fait, les équipes n'ont plus à se concentrer sur le déploiement d'une plateforme et de son utilisation, mais se concentrer justement sur l'innovation applicative métier. Donc, aussi, une plateforme applicative moderne, c'est une plateforme notamment pour les développeurs qui regroupe, qui a aussi l'ensemble des outils pour le développement applicatif en mode cloud native. Et c'est encore une fois ce que va offrir OpenShift, on verra, qui inclut des composants qu'ont besoin les développeurs pour créer, déployer et exécuter leur application. Donc, c'est quand même pas mal, mais s'ils ont quand même leurs petites habitudes, ils peuvent continuer à utiliser leurs outils habituels parce que c'est totalement compatible. C'est-à-dire que vraiment, Red Hat s'est mis dans la peau des développeurs pour fournir un maximum d'outils qu'ils connaissent et d'autres outils nouveaux pour faciliter leur travail. Alors, une plateforme applicative moderne, pardon, c'est une plateforme aussi qui est sécurisée et qui sécurise le cycle de vie des applications. Donc, encore une fois, on verra, c'est ce que offre OpenShift, parce qu'il y étend ses capacités en matière de sécurité, sachant que OpenShift est déjà de base très sécurisé, mais ça inclut des outils additionnels comme OpenShift Security, Advanced Security Manager. Donc, on verra comment on peut, en plus d'une plateforme sécurisée, venir sécuriser les applicatifs qu'on va mettre dessus. Donc, on ne va pas simplement avoir une plateforme sécurisée, mais même les applicatifs que vous allez développer. Et enfin, ça va être une plateforme flexible qui va répondre à votre évolutivité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on peut s'adapter facilement. Donc, OpenShift, on peut démarrer avec un petit cluster qui va s'étendre très facilement. Je parle en termes d'infrastructure, ça va pouvoir s'étendre facilement, rapidement. Ça va aussi pouvoir décroître pour faire face à un pic. Mais ça va faire la même chose au niveau de vos applicatifs. Vous avez une application qui est conteneurisée. Elle est conteneurisée, elle est gérée dans une unité qui s'appelle le pod. Et ce pod va pouvoir croître et décroître à la demande. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très innovant. On aura l'occasion de le voir. François, je te propose de switcher.
Oh. Oh, c'est pas grave, on va revenir. Alors, je vais quand même pas mal parler d'open source parce que c'est quand même la base de Red Hat, hein. Red Hat est un fournisseur un des plus grands contributeurs open source. Donc, si on parle d'open source, ça veut dire qu'on pourrait faire du drive it yourself et créer notre propre plateforme. La réponse est oui. Est-ce que on y arrive? Pas certain parce que ça demande beaucoup d'expertise, beaucoup d'éléments et surtout du temps. Du temps. Parce que quand je dis que ça demande beaucoup d'éléments, il faut être sûr que la version de tel élément soit compatible avec la version d'un autre élément. Et ça, c'est pas assuré. Et en plus, une fois que vous avez réussi à mettre en place une plateforme Drive It Yourself, il faut la maintenir, ce qui coûtera potentiellement plus de temps et des arrêts de service. Donc là, François, je te propose de switcher. Et comme je le disais juste avant, Red Hat est une entreprise open source et elle pioche en amont tous ses projets dans la communauté. Une communauté qui est quand même innovante, qui propose des services orientés entreprise parce que les idées émanent de là. Donc OpenShift Platform Plus et ses composants sont tous constitués de projets communautaires dont Red Hat apporte sa contribution mais aussi va piocher des idées là-dedans et venir améliorer. Donc, tout ça, c'est quand même bien, c'est pas mal d'outils, mais quand on va vous proposer d'utiliser Red Hat OpenShift, on va pas vous parler unitairement de tous ces outils, de OKD, de Ansible, de Jenkins, j'en passe. Non, on va vous parler d'un seul outil qui est packagé, qui est entreprise, la suivante s'il te plaît, qui est Red Hat OpenShift. Donc c'est un outil, on va dire quand même premium, avec le support qui va avec, et donc vous n'avez pas à vous soucier de faire vivre votre plateforme. Souciez-vous uniquement de vos applicatifs, des applicatifs que vont pouvoir vous fournir vos ISV. Donc vraiment, c'est une plateforme qui fonctionne très bien, qui se maintient très bien, qui s'autogère. Elle s'autogère, elle est capable de se réparer d'elle-même au niveau de sa santé, la santé des nœuds, la santé des pods, et aussi c'est une plateforme qui s'autogère dans son cycle de vie. Donc pour l'update, ça pourra se faire en live, pas besoin de coupure de production. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc slide suivant, mon ami. Donc voilà, un ensemble de tout ce qu'apporte OpenShift, sans vous parler encore une fois des différents outils Tekton, Jenkins, Ansible. Donc on voit qu'il y a 3 niveaux. Il y a OpenShift Kubernetes Engine, donc c'est vraiment le Kubernetes communautaire, mais avec le support de Red Hat. Donc voilà ce que va pouvoir faire Kubernetes, mais supporté par OpenShift, à quelques petits add-ons quand même. Il y a la version Container Platform, donc là, la base. Donc, je vais dire, on va partir de là vraiment, on proposera rarement du Kubernetes Engine tout seul, sans les outils qui vont dessus. Donc, 4 briques, les services de plateforme, donc qui vont gérer tout ce qui est service mesh, le build, le pipeline CI/CD. Donc tout ça, c'est intégré. Les services applications, donc on va pouvoir gérer différents runtime, différents langages. L'API management, on va pouvoir facilement APIiser les applications. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. APIiser ces applications, OpenShift aide à le faire. C'est vraiment génial. Tout ce qui est data service, donc gestion de la donnée. Alors là, il y a différents niveaux, on verra après avec Data Foundation. Donc là, c'est fournir des bases de données de base, aider à l'injection des données, la préparation des bases de données, l'analyse de la donnée. Et enfin, 4e brique très importante, c'est les services aux développeurs. Donc les IDE, les CLI, tout ce qui est plugin et extension, là, les développeurs n'ont plus qu'à se servir et utiliser, un peu comme sur votre téléphone, l'App Store, et puis vous servez au niveau des applis, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment tous les outils pour venir orchestrer tous les conteneurs. Ensuite, niveau dessus, OpenShift Platform Plus. La différence, c'est 4 outils. 4 outils qui peuvent très rapidement devenir essentiels. Advanced Cluster Management, c'est voilà, OpenShift, on peut avoir plusieurs clusters. Un cluster sur un premise, un cluster. Il y a quelqu'un qui attend.
Ça peut être un cluster on-premise, ça peut être un cluster dans le cloud, ça peut être un cluster de production, de développement. Tout ça, il va falloir les gérer. Et ben, grâce à OpenShift Advanced Cluster Management, on va pouvoir gérer depuis une interface unique tous les clusters où qu'ils soient et les déployer facilement. Ensuite, Advanced Cluster Security, c'est pour, j'en parlais au tout début, OpenShift en soi, c'est une plateforme très sécurisée, mais OpenShift Cluster Security va venir aussi aider à sécuriser tout ce qui est autour de cette plateforme. Voilà. Red Hat QA, donc des conteneurs, qui dit conteneur dit image de conteneur, il faut les stocker quelque part. De base, dans OpenShift, il y a un registry qui est dédié à chaque cluster, on va dire. Là, il y a moyen d'avoir un cluster centralisé Red Hat QA. Red Hat QA que là, on vous propose en on-premise, que vous allez pouvoir déployer en mode conteneur. Existe aussi en mode SaaS. Dans ce cas-là, ben, ce n'est pas inclus dans Plateforme Plus, mais si vous n'avez pas envie de gérer la charge que demande Red Hat QA, vous pouvez souscrire à Red Hat QA en ligne. Et ensuite, Red Hat OpenShift Data Foundation. Donc, le monde idéal dans le conteneur, c'est le stateless. Il y a deux mondes, hein, stateless, stateful. Stateless, c'est qu'un conteneur ne contient pas vraiment de données. C'est-à-dire qu'il contient uniquement le workload, il crache, on n'a perdu aucune donnée parce que toutes les données, si j'image, elles sont mises dans une base de données centrale. Mais c'est un monde idéal, on n'y arrive pas tout le temps, notamment des contraintes sur le développement. Du coup, il faut du stateful, il faut des volumes persistants. Mais une fois qu'on a ce volume persistant, ben, comment on gère si on doit déplacer notre worker sur le data center de PRA? Comment on gère si on veut faire du multi-cluster? Et ben là, c'est à ça que va servir OpenShift Data Foundation, c'est gérer ce stockage qui est quelque chose de compliqué à gérer. Il faut, dans le monde du conteneur, ça n'a pas été de base prévu pour ça. Il y a des extensions qui existent quand même, les voilà. Donc voilà la picture globale. Ça prendrait à peu près 2 heures d'expliquer chaque brique. Du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très complet. Donc, slide suivant, François. Alors, Donc, les packages OpenShift, François en parlait au début. On pense qu'OpenShift, quand on part conteneur, on se dit bah, il nous faut forcément des équipes de développement parce qu'on y stocke nos développements, nos conteneurs qu'on a développés. Pas forcément. On y arrive même très très vite à ce monde où les ISV vont imposer aux différentes sociétés de livrer leur applicatif en mode conteneur. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont pouvoir gérer sans microservices. Qui dit gérer sans microservices, c'est qu'ils vont pouvoir facilement faire des upgrades sur une partie de leur application sans impacter l'ensemble de l'application et facilement revenir en arrière pour ajouter une fonction. Donc, voilà des exemples de conteneurs, d'outils qui sont libres à la demande, un peu comme sur votre téléphone. Hein, je disais, vous prenez l'App Store, vous voulez une application, vous la téléchargez, voilà, ça fonctionne. C'est exactement la même chose dans OpenShift. Sur ces à peu près plus de 15 000 packages qui sont à la demande. On peut, voyez en bas à droite différentes références de catalogue. Celui que j'aime bien, c'est le Red Hat OpenShift Catalogue qui est directement intégré de base dans OpenShift. Vous avez un onglet opérateur Hub sur votre interface OpenShift et vous vous servez. Vous faites deploy et vous avez déployé, je pense que la dernière fois, j'ai déployé un cluster PostgreSQL on va dire 5 clics et un quart d'heure, parce que bon, il fallait tant que toutes les instances s'initialisent, mais ouais, quand je dis 5 clics, c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas eu besoin de me connecter sur le Linux, installer tout ça. C'est quelque chose qui est déjà pré-packagé, c'est quand même facile d'utilisation. Donc voilà tout ce que je peux dire. J'étais en train d'essayer d'ouvrir le lien, justement pour montrer que tout ça s'enrichit à vitesse grand V. Parce que, comme tu dis, Jérôme, en fait, ce qui dirige, ce qui drive ce mouvement container, OpenShift, ce sont les développeurs. Ça remonte, je dirais, ça remonte pas de l'infrastructure,
C'est à l'inverse, ça descend des équipes de développement, des demandes de nouvelles applications, et c'est ça qui crée autant d'interactions, que ce soit dans la communauté comme dans ce que Red Hat récupère ou développe en plus de la communauté. Donc, je voulais juste montrer l'interface du Red Hat Marketplace, mais bon, c'est pas très grave. Simplement, bon, vous pouvez suivre le lien. Vous verrez que là-dedans, dans ce catalogue, c'est vraiment, on fait son marché. On dit, bah tiens, j'ai besoin, je veux déployer une base de données, je veux déployer tel type d'applicatif, etc. Je sélectionne des filtres et je me retrouve avec les packages qui sont juste à télécharger et à déployer de manière hyper simple. Donc là, effectivement, ça part des images Linux de base. Donc, tu as fait ça vendredi, Jérôme, là, tu as déployé un Linux. Et puis après, vous voyez, il y a du middleware, des web serveurs, des bases de données, de l'analytique, de l'AI, bien sûr, puisque tout le monde parle AI aujourd'hui, des solutions de sécurité, etc. Donc, ça s'enrichit de jour en jour. Et effectivement, c'est une promesse pour l'avenir et parce que tout ça est tiré par le développement. Si on a quelques minutes, je présenterai justement, je partagerai l'écran sur notre cluster qu'on a chez nous, qu'on vous pouvez utiliser. Vous pouvez voir comment on accède facilement à cet opérateur Hub et à savoir que tout ce qui est mis sur le Red Hat catalogue est supporté par Red Hat. C'est-à-dire que bon, chaque ISV, chaque entreprise qui a publié sur ce catalogue paye une contribution à Red Hat pour en assurer le support. Après, Red Hat remonte vers eux s'ils en ont besoin, mais c'est vraiment Red Hat, votre point d'entrée pour gérer justement tout ce qui est mis sur cet opérateur. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, Single Platform Anywhere, en effet, partout, que vous l'utilisez dans le cloud, qu'il soit IBM, qu'il soit AWS, qu'il soit on-premise sur du Power, ici, c'est tout l'intérêt de ce call, sur du Z ou sur du x86, ça fonctionnera exactement pareil. Nous, on a vraiment un cluster multiplateforme, multi-architecture, pardon, et ça fonctionne exactement pareil. Si vous voulez déplacer les conteneurs, j'ai envie de dire, de votre bar métal vers votre second cluster qui est dans IBM Cloud, c'est juste un tag, un label à mettre, et ça se fait très très rapidement, très facilement. Donc, justement, depuis tout à l'heure, je parle un peu de notre plateforme qu'on a chez nous. François, si tu peux passer au slide suivant. Donc, j'essaie de le représenter au mieux, c'est notre cluster multi-architecture. Multi-architecture, pourquoi? C'est que ça tourne sur, enfin, tout, on a un seul cluster qui va pouvoir gérer des workloads à la fois Intel et à la fois Power. C'est depuis la version 4.14 d'OpenShift, là, nous sommes en version 4.15, où on peut gérer la partie multi-cluster. C'est-à-dire qu'avant, on devait créer un cluster OpenShift pour tout ce qui est Intel x86, un autre pour le Power, on devait en multiplier si on voulait pour la partie dev, pour la partie prod. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Déjà, dev prod, oui, on n'en a jamais eu besoin parce qu'on peut créer tout ce qui est namespace, des namespaces différents, faire utiliser dans ces namespaces, déployer le même applicatif, mais qui est totalement isolé de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Mais ici, on va pouvoir aussi isoler de manière hardware sans avoir à multiplier le nombre de clusters. Donc ici, on a notre cluster avec tout ce qui est master node. Bon, les masters, vous allez entendre souvent le terme aussi de control plane. C'est ce qui va gérer votre infrastructure. Ça va vraiment être la base de votre cluster OpenShift. Donc là, on peut mettre sur du x86 ou sur du Power, peu importe. Ce n'est pas des nœuds qui sont soumis à licence, à souscription, Red Hat. Donc là, j'en ai mis 3 parce que généralement, on en met 3. Si vous en avez 4, 5, peu importe, ce n'est pas des choses qui sont soumises à souscription, c'est important. Ce qui est soumis à souscription, c'est la partie worker que vous avez ici à droite. Et là, les worker nodes, on peut remarquer que dans un seul cluster qui est OCP4-multiarc.smi.fr,
On en a en Intel et on en a en Power. Donc là, ils sont en bare métal. Ça pourrait être potentiellement mis sur des VM, mais j'y vois pas forcément d'intérêt de mettre ça au-dessus d'une VM parce que aujourd'hui, vous êtes capable de faire tourner sur des nœuds worker OpenShift des pods qui sont une unité de gestion de conteneurs. Donc, dans un pod, vous pouvez avoir un ou plusieurs conteneurs qui fournissent au final votre applicatif, mais vous pouvez aussi faire tourner de la virtual machine, qu'elle soit Windows ou Linux, comme vous le faites aujourd'hui sur, par exemple, sur du Hyper-V, sur du VMware. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. C'est depuis la version 4.5, donc c'est pas non plus tout nouveau. Mais aujourd'hui, vous pouvez sur une seule et même plateforme rapprocher vos conteneurs, qui sont des développements, on va dire, modernes, avec votre legacy qui tourne encore sur des VM. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne l'ai pas mis côté nœud Power, cette partie OpenShift virtualisation. Pourquoi? Parce que Power, c'est quand même une plateforme assez géniale qui est, tout comme le Zen, mais pas côté Intel, qu'on est capable de, vraiment, vous le savez, partager les ressources sur plusieurs LPAR. Un serveur x86, non, on installe un hyperviseur, on installe un OS, voilà, ça fournit, on ne peut pas partager les ressources physiques de ce serveur. Alors que sur Power, on peut, grâce à Power VM et aussi Power VC qui va faciliter la gestion. Hein. C'est quand même pas mal d'avoir une interface moderne quand on n'a pas toutes les connaissances en Power, par exemple. Donc, cette partie OpenShift virtualisation, je vois aucun intérêt à la mettre au-dessus des workers Power. Parce qu'au final, on peut gérer cette partie-là via des LPAR et on ne fera jamais tourner de LPAR Windows ou de VM Windows sur une architecture Power qui est en PPC 64. Du coup, on oublie cette partie OpenShift virtualisation. De une, parce que c'est pas sorti sur Power et je pense pas que ça a un intérêt à ce que ça le soit, vu que le Power est lui-même, a lui-même sa partie hyperviseur qui est hardware. Donc voilà un peu notre infrastructure. Cette infrastructure qu'on va compléter avec pas mal de démos. Donc bientôt, on aura une démo assez simple de réservation de billets d'avion, de simulation de réservation de billets d'avion. On va pouvoir aussi faire du bench pour aussi prouver quelle est la différence de faire fonctionner des workers enfin des pods sur une infrastructure Intel ou sur les nœuds Power. Là, je vais laisser la main à François qui va vous en dire un peu plus justement sur pourquoi on ferait le choix de partir sur du multi-arc et pourquoi, une fois qu'on est en multi-architecture, on ferait le choix de faire tourner nos pods sur du Intel ou sur du Power. Merci Jérôme. Juste un petit point sur ce que tu disais à propos de OpenShift virtualisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de VMware et du rachat de VMware. Et effectivement, donc ça ne concerne pas, je dirais, la partie Power, hein, puisque Power embarque sa propre virtualisation. Mais sur des serveurs x86, effectivement, beaucoup de gens se posent la question de l'évolution de VMware. Et du coup, cette virtualisation OpenShift, elle est intéressante parce qu'elle couvre ce que couvre VMware en termes de création, enfin de couches virtualisation, de gestion des VM dans un cluster, comme un cluster ESX. Mais en plus, elle va pouvoir gérer dans le même environnement tout ce qui est container. Donc, il y a pas mal de discussions là-dessus en ce moment sur un éventuellement remplacement ou une évolution de VMware vers cette virtualisation OpenShift. Pour Et la ça partie renforce le x86. discours de la plateforme unique et unifiée, quelles que soient les équipes, que vous gériez, que vous soyez développeur ou opérationnel, que vous allez gérer du conteneur ou de la virtual machine, ce sera dans la même interface unifiée qui a la même logique en matière d'utilisation et de sécurité. Voilà. Donc, bon, je referme la parenthèse sur cette virtualisation OpenShift. Comme disait Jérôme, donc, on est en train de monter sur ce cluster multi-architecture
donc avec des worker nodes x86, des worker nodes sur Power, on est en train de monter une démo ou des démos à la demande qui seront disponibles bientôt. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez, plutôt que des diapos, des slides et des heures d'explication, montrer comment ça fonctionne, comment tout ça se déploie, etc. Ce cluster OpenShift que Jérôme est en train de mettre en place, x86 Power multi-architecture, dans le cloud CMI, je dirais dans l'infra CMI, on va commencer par mettre comme type de charge une base de données. Et une base de données Postgre, comme on en parlait lors des derniers webinaires, avec la collaboration de nos amis de chez EDB, là, dont le Postgre est le métier. Donc, vous voyez, sur le petit schéma, là, vous avez la partie, je dirais, plus infrastructure, la partie OpenShift qui va gérer tout ça, et puis une charge de type EDB pour commencer. Donc, à titre de démo, on s'est posé la question, qu'est-ce qui intéresserait les clients? Commençons par des choses simples, le déploiement complet de l'architecture. Donc, côté Power, avec Power VC et une interface graphique qui permet, j'irais, sans connaître les détails de Power, du stockage, du réseau, mais de déployer une VM à partir d'une image catalogue, de dire, voilà, je veux ma VM, je clique, tout ça est automatisé avec la partie Power VC qui est intégrée dans la TechnoPower et Ansible qui amène un certain nombre de packages. À titre d'exemple, il y a des packages Ansible où en fait, vous pouvez déployer une base de données Oracle en 2 coups de clic. C'est pas que la base de données Oracle, il va créer la LPAR, installer le système d'exploitation, configurer les disques, les réseaux, etc. et installer et créer la base de données. Donc tout ça, c'est cette automatisation-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on se disait, on pourrait montrer. Ensuite, la partie OpenShift, donc le cluster qui vient par-dessus, et notamment le déploiement d'une base Postgre. Là aussi, c'est, je dirais, hyper simple et rapide, puisque l'opérateur OpenShift de DB, de Postgre, il est de niveau 5, c'est-à-dire qu'il est totalement automatisé. C'est donc DB qui a fourni ce container, je dirais. Alors, il est disponible dans le Red Hat Marketplace. Bon, je ne vous ai pas montré le site, mais en un coup de clic, effectivement, on peut downloader et créer une base de manière très simple. Sans avoir besoin d'un administrateur système ou d'un DBA. Bien sûr, après, il y aura sûrement besoin d'un DBA pour gérer la production ou le développement, mais là, en fait, le déploiement est hyper simple. Ensuite, on se disait toujours dans les idées de démo qu'on pourrait montrer, ils mettent de la charge. Donc, ils mettent de la charge avec un petit outil qui s'appelle PGBench, qui génère des transactions SQL sur la base de données. Et comme notre cluster est multi-architecture, on se dit, tiens, on va pouvoir charger un coup un worker node x86, un worker node sur Power, mélanger tout ça et regarder le comportement en charge des worker nodes avec un Postgre. Toujours en allant un peu plus loin, nos amis de DB, ils ont développé cet opérateur Postgre avec une architecture de type actif-passif et tous les mécanismes de bascule vers le PRA sont automatisés. C'est-à-dire qu'on par exemple, on casse le worker node où la base est active. L'opérateur Postgre va automatiquement démarrer la base. Bon, il y a une réplication des données, bien sûr, et il va démarrer la base sur le nœud passif. Donc, tout ça, en fait, est
complètement automatisé, assez facile d'utilisation. Et puis pour finir, ben, on se disait, bon, on va montrer un cas un peu plus complet avec une application, pas juste une base de données, mais une application qui simule des transactions. Et on verra qu'on a choisi une petite application que je vais montrer maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle elle a été testée. On a fait ce qu'on appelle un benchmark sur un serveur Power 9 et la même application sur un serveur x86, un Lenovo. Alors l'application ici, en haut là, c'est un lien. Si vous cliquez, vous allez sur le GitHub où il y a tous les packages. Donc c'est quelque chose qui est géré open source et que vous pouvez télécharger si vous voulez faire un petit test. C'est du Java. Et donc ça simule des transactions, en l'occurrence des réservations de billets d'avion sur une base de données. Et donc on a réalisé ce test sur ces deux machines. Et voilà un petit peu à droite, vous avez quelques graphiques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, ce qu'on voit en haut à droite, c'est que le nombre de transactions. Alors, déjà, les deux machines, sur le Power 9, on a 24 cœurs. Sur le x86, on a 36 cœurs. Même capacité mémoire. Avec évidemment la virtualisation Power VM côté Power et un VMware sur le Lenovo. Donc, ce qu'on voit, c'est que on fait en moyenne 2,3 fois plus de transactions par cœur sur le Power 9 que sur le x86. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a augmenté la charge. Vous voyez qu'en abscisse, on a un nombre d'instances de l'application ACMER, ACMER. Donc, on a démarré 4 instances, 8 instances, etc. Chaque instance exécutant 64 threads, c'est-à-dire l'équivalent de 64 connexions utilisateurs. Et on voit effectivement que le Power, il tient la charge de manière assez linéaire, enfin totalement linéaire, et qu'on a un rapport à peu près en nombre de transactions de 2,3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, ça a un coût, ça a un impact sur le coût. Juste avant de parler de coût, j'ai oublié, le deuxième graphique en bas à droite, il est intéressant parce que on s'aperçoit que quand on charge la machine, plus de connexions, plus d'instances, on voit que la latence de la transaction augmente beaucoup sur la courbe bleue, sur la machine Intel, vous voyez. On passe d'une latence de moins de 20 millisecondes à 120 millisecondes. Alors que sur le Power, effectivement, la latence est croît beaucoup moins. Alors, ça veut dire quoi? Le problème, c'est que ben, la machine Intel, quand elle atteint des taux de latence assez longs, il y a des transactions qui commencent à tomber. La transaction échoue, en fait. Et donc, bon, l'utilisateur n'a pas sa réservation de billet d'avion, en l'occurrence, pour cette application-là. Donc, c'est pas juste des transactions, c'est aussi, je dirais, une linéarité de l'application qui se dégrade sur cette machine Intel. Alors, en termes de coût, ben, ça a un coût parce que quand on intègre le coût du matériel, le coût de la virtualisation, on parlait de VMware qui n'est pas gratuit, et la souscription OpenShift, puisque bah, la Red Hat facture par cœur. Et là, on a, vous voyez, beaucoup moins de cœurs, hein, 24 au lieu de 36. Donc la souscription Red Hat, elle est aussi beaucoup moins chère, ce qui revient à 50% de moins si on calcule le prix de la transaction sur la machine Power par rapport à Intel. Donc ça, c'était sur Power 9. Vous allez me dire, c'est un peu vieux. Donc, on a refait des tests équivalents sur Power 10. Donc, la ligne, la benchmark 40 cœurs, c'est aussi un lien. Si vous cliquez, vous allez arriver sur un papier assez détaillé, là, avec tout le descriptif des tests. Un peu le même genre de test, mais cette fois-ci avec une machine Power 10 et un Xeon, un Intel Xeon plus récent, un Ice Lake.
On retrouve à peu près les mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le test a été fait, vous voyez, c'est une autre application qui s'appelle Gmeter, c'est pas la réservation d'avion, c'est, je dirais, du transactionnel bancaire, on va dire, ou financier. L'injecteur de charge, ici en bas à gauche, il injecte sur les deux machines à la fois. Que ce soit sur le cluster OpenShift sur le x86, comme le cluster OpenShift côté Power10. Là, c'était en l'occurrence un AS1022, la machine. Vous voyez qu'on avait 40 cœurs sur le Power10, 80 cœurs sur le x86. Je ne vais pas détailler tous les résultats, mais vous avez le nombre de transactions par serveur, le nombre de transactions par cœur, une idée de ce qu'on appelle le TCO, hein, le coût sur 3 ans, et le coût par transaction. Donc, vous voyez, l'écart est quand même assez significatif. Et en fait, c'est un exemple de comment l'infrastructure peut vous aider à optimiser les coûts du logiciel, parce que c'est quand même le logiciel qui coûte le plus cher. J'ai sauté une diapo, donc je vais revenir à la diapo d'avant pour vous souvenir de la discussion qu'on a eue sur le choix. Est-ce qu'il faut que je fasse une VM? Est-ce qu'il faut que j'aille vers des containers, etc. Ben, vous voyez, sur ces machines Power, et en l'occurrence le Power 10, qui est encore plus performant que le Power 9, l'avantage, c'est qu'on peut mixer les deux. Comme disait Jérôme, côté Power, on peut partager des ressources au travers de 2 VM. Donc, on n'a pas forcément besoin de la scalabilité des conteneurs, de multiplier les conteneurs. On peut aussi travailler à utiliser la scalabilité en français verticale, si je puis dire, SMP, au travers de VM ou de VM qui hébergent des containers. Donc, j'ai essayé de résumer un petit peu que avec la technologie Power10, vous n'avez pas besoin de, j'irais, séparer, isoler les environnements VM traditionnels et containers pour ces applications modernisées. Vous pouvez héberger tout ça et voyez que pourquoi? Parce que la virtualisation, on ne peut pas l'enlever, elle est micro-codée dans le matériel. Donc elle y est, elle coûte pas cher, elle est intégrée, de toute façon, elle coûte pas cher, elle est intégrée au prix de la machine, mais surtout, je dirais, elle a peu d'overhead comparé à une virtualisation sur x86. Donc, elle est là en bas. Et du coup, le Docker Engine, l'OpenShift, on va pouvoir le placer au niveau où on en a besoin. C'est-à-dire que vous voyez, là, je l'ai mis ici sur la partie droite pour les containers 1, 2 et 3. Je fais ça un peu au hasard. J'ai juste choisi de montrer qu'on pouvait très bien dire je mets un container dans une VM, L par 3, et de manière différente, dans la L par 4, j'ai mis 2 containers. J'ai 2 applications ou des microservices différents qui tournent dans des containers différents. Voilà. Donc j'ai toute la flexibilité en termes d'architecture que je veux et je vais pouvoir optimiser les ressources de ma machine plutôt que de tout séparer et de tout isoler. Dans cette idée-là, j'ai vu un certain nombre de clients qui avaient, vous voyez, à gauche, des services informatiques classiques avec un ERP, un CRM, un data warehouse, etc. Donc sur une infrastructure avec des équipes qui s'occupent de ça et qui développent qui mettent en place, je dirais, des nouvelles applications à base de containers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent totalement les deux. Et du coup, ils sont obligés de recopier les données, de faire des ETL, des clonages de bases de données, etc. Ce qui complexifie énormément les flux applicatifs. Et en l'occurrence, les deux peuvent coexister au sein de la même technologie Power pour éviter justement. Alors,
ça ne veut pas dire que c'est la même base de données qui va taper le data warehouse et des microservices ou une application containerisée. Mais tout au moins, en fait, on va juste peut-être dupliquer la base de données plutôt que de faire des ETL complexes. Voilà, donc ça, j'ai vu ça chez effectivement un certain nombre de clients. Et ça coûte cher d'isoler, de cloner, de faire des ETL. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple puisque de toute façon, la donnée à la base, c'est la même, hein, les données clients, les comptes clients, etc., que ce soit un ERP ou un CRM, c'est la même chose. On arrive à la fin de la session. Donc, je dirais, si vous avez des questions, des informations techniques ou moins techniques, des outils, si vous souhaitez qu'on parle de recommandations en termes d'évolution vers ces technologies-là, ou d'études plus financières, un type TCO, Jérôme et moi, on est là pour vous aider à répondre à tout ça. J'avais préparé 3 petites questions pour essayer d'engager la discussion. Mais bon, déjà, est-ce que vous avez des questions à propos de ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si les micros sont coupés ou ouverts, mais n'hésitez pas. Est-ce que ça vous a paru clair déjà? J'entends pas de réponse, je suis inquiet du coup. Qui ne dit mot consent, c'est ça le... Exactement, c'est très clair. C'est très clair. Alors, on aurait pu descendre beaucoup plus bas dans la technique. Jérôme est capable d'aller effectivement présenter des détails beaucoup plus techniques. Mais comme je vous dis, ces démos seront à dispo. Est-ce que, alors, elles ne sont pas tout à fait prêtes encore, on a encore un peu de travail, mais on sera ravis de pouvoir dérouler la démo. Alors, on peut faire ça via un Teams ou tout autre support de vidéoconférence. Et en fait, volontairement, on veut faire des démos courtes en fonction des différents sujets là dont on a parlé, de manière à garder les choses simples et pouvoir cibler aussi par rapport à ce que vous souhaitez voir, si c'est plus la partie déploiement, la partie du cluster multi-architecture, des solutions complètes, la partie administration aussi, les outils, que ce soit côté OpenShift, comme on a parlé de PowerVC aussi. On pourra vous montrer tout ça de manière graphique assez facilement. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour une petite démo ou toute autre question. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Et on arrive quasiment au bout de l'heure. Donc, pas de commentaires? Pas de commentaire. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut acheter pour le mettre en œuvre sur le Power? Alors, pour la partie... Si j'ai déjà un Power, si j'ai déjà un Power avec des partitions, par exemple IBMI, qu'est-ce qu'il faut acheter en plus? Alors, la partie OpenShift, qui est dans une diapo ici quelque part, si je la retrouve. Attendez, elle est là. Voilà. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le lien ici, téléchargement. Il y a une version d'évaluation 60 jours. Déjà, pour répondre à ta question, il n'y a rien à acheter pendant 2 mois. Et donc, à partir de là, on peut commencer à installer tout ça, à implémenter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut si j'ai un Power? Il faut une VM.
avec un Linux d'installer en Red Hat, 8 ou 9 de mémoire, si je ne me trompe pas, Jérôme. Et là, tu es en mute, Christophe, je n'entends pas. Il faut acheter le Red Hat Linux ou le CoreOS est livré avec et on a le droit d'utiliser avec le Red Hat OpenShift. Alors, on peut acheter du CoreOS, mais on peut payer la souscription au cœur, plutôt que au cœur Power, quoi. Enfin, quel qu'il soit. Juste, c'est licence, enfin, on paye, hein, on ne parle pas de licence, on parle de souscription. Oui, de souscription, et on paye par rapport au nombre de cœurs qu'on identifie dans ce qu'on appelle les worker nodes. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les master nodes qui vont gérer la plateforme en elle-même ne sont pas soumis à souscription. Et les worker nodes applicatifs. Pourquoi je dis worker node applicatif? Parce que on est capable de mettre des worker nodes de type infrastructure qui donc on va vouloir installer des services additionnels. Par exemple, on a Red Hat Quay, on veut le mettre. Ça va prendre de la ressource. Quand on va mettre Advanced Cluster Manager, ça va prendre de la ressource. Quand on va mettre OpenShift Virtualisation, tout ça, ça va prendre un peu de ressources. Mais ce n'est pas de la ressource qui est soumise à souscription. Dans ce cas-là, on peut faire tourner ça sur des nœuds workers qu'on a tagués en termes de nœuds workers infra. Eux non plus ne sont pas soumis à souscription. La philosophie de Red Hat, c'est que vous payez juste par rapport aux ressources pour faire tourner vos applications. Donc, par rapport au worker node applicatif. D'accord. Donc le CoreOS est livré. Donc, en fait, quand vous avez, pour compléter la question de Christophe, le CoreOS est livré. Du coup, vous payez vraiment au nombre de cœurs, peu importe, vous ne payez pas de licence CoreOS en plus. Ça que je voulais savoir. Vous ne payez pas de licence RHEL en plus. Non, tout est inclus. Et pour compléter tes propos, Jérôme, c'est là où la technologie Power a un gros intérêt. C'est qu'avec un CoreOS ou un Core Red Hat OpenShift Linux, sur Linux, on va payer 2 fois moins que sur Intel, de par la performance du cœur Power. Donc, en termes de charge pour les worker nodes, effectivement, si on a besoin de 20 cœurs sur Intel, 10 cœurs sur Power, le coût d'OpenShift va être de moitié. En effet, parce qu'au final, ils ne font pas de distinction sur l'architecture. En termes de cœur, voilà, ça compte pour un cœur. Vous avez beau avoir du SMT8 sur du Power, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça n'entre pas en ligne de compte dans le calcul. Vous payez vraiment vos nombre de cœurs. Que votre cœur soit en x86 ou en PPC64 ultra performant avec du cache assez incroyable et du SMT8, non, ça reste un cœur physique. Donc, c'est bien au cœur physique. Et ça ne va pas non plus au cœur physique de votre part, hein, pour la partie Power. Ça ne va pas prendre tous les cœurs de votre machine, bien sûr. Oui, merci, ça répond parfaitement à ma question. Parfait. Ok. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je serai avec Georges Ratamon sur la partie au-delà. Hein, maintenant qu'on a installé le cluster, qu'on a une infrastructure, qu'on a des bases de données, etc., on verra effectivement les offres cloud que ACMI propose et les services managés pour éviter que cette offre cloud ne soit que de l'infrastructure de service, mais qu'elle aille au-delà de manière à vous fournir, je dirais, des services de PRA, du patching, de la mise à niveau, de l'upgrade, etc. Tout ce qui au quotidien un petit peu peut être fastidieux, ACMI peut s'en occuper. Voilà, donc merci à tous et puis bonne fin d'après-midi. Merci à vous deux, François, Jérôme. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.